Bonjour à toutes et à tous, nous revoici partis dans une nouvelle lecture qui porte encore, et oui encore je sais, sur un roman du Cosmer. Et en l'occurrence, il va s'agir du premier tome des aventures de Wax et Wayne, l'alliage de la justice. Car oui, je ne pouvais pas m'arrêter en si bon chemin. Après avoir exploré les énormes archives de Rochard, le très sympathique standalone Warbreaker, et avoir réabordé dans une très longue review la trilogie Fils des Brumes, il fallait que je continue à creuser dans cet univers partagé pour en extraire toute la substantifique moelle de mystères et d'intrigues interplanétaires et extraplanaires. D'autant plus que, à peine la trilogie Fils des Brumes originelle refermée, je n'avais pas envie de partir sur autre chose, et donc j'ai voulu explorer comment l'auteur Brandon Sanderson allait donner une suite à cet univers de Scadrial, avec ses histoires de magie des métaux, d'allomancie, de ferrochimie, d'émalurgie, tout ça. Ayant encore trop faim de cette délicieuse cuisine, à peine le héros des siècles refermé, j'ai ouvert l'alliage de la justice, et j'ai lu, et j'ai aimé, et je désire désormais vous en parler. Car oui, je ne pouvais que être curieux du tour que ce monde allait prendre après un final qui, allez, disons-le sans spoiler, faisait radicalement changer le monde de Fils des Brumes. Allez, on commence par le commencement, je vous fais le traditionnel petit synopsis, et ensuite on attaque la review sans spoiler. 300 ans après les exploits de la bande de Kelsier et la fin de toute chose évitée de justesse par Vin, Elend, Sazed et les autres, la face du monde a radicalement changé. Les héros du passé sont devenus des légendes et des objets d'adoration religieuse. Et les bouleversements techniques tels que les chemins de fer, les armes à feu et tout récemment l'électricité bouleversent la vie des citoyens de cette nouvelle ère. Au milieu de tout cela, Waxilium, dit Wax, ex-garde-loi dans les rocailles sauvages, fait son retour en ville pour gérer à contre-cœur les affaires de sa famille. Cependant, alors qu'il cherche à se marier pour sceller une alliance profitable avec la riche maison Arms, son ancien acolyte Wayne refait irruption dans sa vie pour le pousser à enquêter sur le gang des subtilisateurs qui multiplient avec éclat les cambriolages et les enlèvements. Bah dis donc, il était vachement bien ce petit bouquin. Alors oui, je dis petit parce que pour un Sanderson, il est plutôt court. Alors comme je l'ai lu en e-book, c'était pas facile de me faire une idée précise, mais je voyais que mon pourcentage de complétion avançait plutôt vite. À l'heure de curiosité, je me suis rendu sur Babelio pour mater le nombre de pages, et waouh 450 pages. Un demi-Warbreaker. Un quart de la Voix des Rois. Bien sûr, loin de moi l'idée de juger la valeur d'un livre sur son nombre de pages, mais comme on était sur un auteur qui m'avait plutôt habitué à des bouquins, il faut le dire, assez conséquents, hein, à des bons pavés, de finir l'alliage de la justice aussi vite, ça a été une surprise. Pas désagréable, mais qui m'a quand même un peu laissé sur ma faim tant j'ai eu l'impression que ça arrivait vite. Mais d'un autre côté, moi qui avais trouvé que certains passages de la trilogie précédente, Fils des Brumes, traînaient un petit peu en longueur, là pour le coup, une conséquence heureuse de la brièveté de cet ouvrage, c'est que je n'ai absolument pas à me plaindre du rythme. Ça va à toute vitesse, c'est non-stop. L'histoire avance à toute vitesse. Les passages de tension et de relâche s'alternent sans que l'un ou l'autre prenne le pas, et du coup sans qu'on puisse se lasser d'un de ces deux aspects. Non, clairement, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, même si je soupçonne que cette brièveté dans l'ouvrage ait dû se faire au prix de quelques concessions, mais ça on va y revenir après. Côté univers, on est sur quelque chose de bien différent des étendues de cendres pourrissant sous un ciel rouge de l'ère précédente. Place à un monde urbanisé qui tourne à la vapeur et au charbon, où l'électricité se fait doucement une place. L'élite est en smoking et en chapeau melon, tandis que les ruraux ont des chapeaux de cow-boy et des cache-poussières. Et en termes d'esthétique, ça nous rendrait quasiment nostalgiques de nos bonnes vieilles parties de Red Dead Redemption. Avec la magie des métaux en plus, cela va de soi. Eh bien oui, parce qu'une grande partie du sel de Fils des Brumes, c'est bien les magies des métaux qui régissaient cet univers et sous-tendaient l'intrigue, l'histoire, qu'il s'agisse des scènes de combat ou des machinations à plus grande échelle, et qui faisaient office de, on va le dire, fil rouge de la trilogie.
Or, une fois les aventures de Vin terminées, on avait le sentiment d'avoir fait le tour de l'allomancie et de la ferrochimie, et seule l'hémalurgie, qui avait été introduite dans le 3e opus, semblait garder un peu de mystère, quoiqu'elle ait tout de même été expliquée dans les grandes lignes. Donc, pour Sanderson, un des gros challenges du premier tome de cette nouvelle saga était de relancer l'intérêt autour des magies des métaux. Et bien pour le coup, c'est un pari réussi. La première étape, et de manière peut-être un peu contre-intuitive, eh bien en fait c'est de se débarrasser des Fils des Brumes. Exit ces allomanciens rarissimes qui étaient capables de brûler tous les métaux allomantiques, et qui étaient censés être très rares alors que les premiers romans nous donnaient l'impression qu'ils couraient les rues. Pour ce qu'on en sait et pour ce que ce tome nous apprend, le dernier véritable Fils des Brumes, c'était Spectre, qu'on appelle aujourd'hui le Seigneur Fils des Brumes, je crois, et qui avait participé à la refondation de la civilisation. Non, à l'ère moderne, à l'ère de Wax et Wayne, quand on a des pouvoirs allomantiques, on ne peut brûler que un seul métal, et puis basta. Pour compenser la perte des Fils des Brumes, on introduit donc un nouveau concept, celui des doubles fils, c'est-à-dire des personnes qui sont à la fois détentrices de la capacité de brûler un métal allomantique, mais aussi de la capacité de stocker dans un métal par ferrochimie. Et c'est même pas forcément le même métal. C'est une excellente idée. C'est une excellente idée qui permet de renouveler le système en ouvrant des possibilités de combinaison de pouvoirs qui n'étaient pas envisageables jusqu'alors et ouvre des synergies très intéressantes. Dans cet ouvrage, on ne voit qu'une poignée, que dis-je, qu'une pincée de ce qui serait théoriquement possible et ça donne évidemment très hâte d'en voir davantage dans les tomes futurs. Et troisièmement, on renouvelle par l'ajout de quelques métaux allomantiques qui n'avaient pas encore été découverts par les civilisations de la trilogie d'avant. On souhaite donc la bienvenue, attendez je vais les lire sur mon écran, au cadmium, au cérobène, au chrome et au nicrocyle, ainsi qu'à leurs effets allomantiques extrêmement intéressants et qui portent le nombre des métaux pouvant être brûlés par les allomanciens à 16, qui est un chiffre qui normalement devrait vous évoquer des choses si vous avez une connaissance approfondie du Cosmère. Ce qui, combiné au concept de double fils, permet quand même 256 combinaisons de pouvoirs possibles, et c'est sans compter potentiellement les métaux divins, plus tout le bazar qui pourrait être fait avec l'hémalurgie. Autant dire qu'on n'est pas venu à bout de toutes les possibilités de ce système. Allez, assez parlé du système de magie, même si c'est le premier cœur battant de la série, abordons le deuxième cœur battant, c'est-à-dire les personnages. Waxilium Ladrian, dit Wax, est le premier de notre paire de personnages éponymes et celui que je considère comme, au moins pour ce tome, le personnage principal. Comme on le disait dans le résumé, il a officié pendant près de 20 ans comme garde-loi, une sorte de shérif, dans le redoutable territoire des Rocailles, où sévissent toutes sortes de criminels et de hors-la-loi. C'est un double fils d'un genre particulièrement dangereux qu'on appelle les fracasseurs. Il détient donc le pouvoir allomantique de la poussée d'acier et le pouvoir ferrochimique lié au fer qui lui permet de stocker et restituer son poids. Et quand on sait que la poussée d'acier base sa puissance sur le poids de son utilisateur, on comprend à quel point cette combinaison est destructrice. Malheureusement, Wax commence ce roman en mettant fin à sa carrière malgré ses excellents états de service suite au tour dramatique qu'a pris sa traque d'un tueur en série nommé Tan le Sanguinaire. Il rentre à la ville d'Elendel pour gérer les affaires chancelantes de la grande famille Ladrian dont il est l'héritier. Wax est un personnage particulièrement intéressant, c'est un homme d'action tourmenté par ses pires échecs et en lutte contre son instinct naturel profond de justicier à cœur, de justicier né même, et le poids de ses échecs passés qui lui hurle de ne plus jamais retoucher à un revolver. Son sens aigu du devoir, son attitude nonchalante vis-à-vis des traditions guindées de la noblesse, sa générosité naturelle et son petit humour pince sans rire en font un personnage attachant, vraiment particulièrement agréable à suivre, autant dans ses tourments intérieurs que dans ses prises de décision les plus fermes. On évite l'écueil de Vin dont les questionnements intérieurs et les doutes devenaient lassants au fur et à mesure de la saga, ce que j'appelle le syndrome de Harry Potter. Mais il faut remettre les choses à leur place, j'ai 3000 pages de Vin dans le rétroviseur alors que je n'ai à mon actif que 450 pages de Wax. Donc peut-être que c'est un avis dont je me repentirai à l'avenir. Quant à Wayne, le deuxième nom sur la couverture, il est l'acolyte de Wax et un très bon complément à ce dernier.
Il est un peu plus jeune, insouciant, joueur kleptomane, mais dans la mesure, et il faut le dire, un brin lunaire. Il apporte la touche de folie et de légèreté qui sont nécessaires pour compléter le sérieux de Waxilium. Il est lui aussi un double fils, détenant le pouvoir allomantique du Cérobend, que je ne vous spoilerai pas, et le pouvoir ferrochimique de l'or. Mais ces pouvoirs liés aux magies des métaux ne sont que secondaires face à ses compétences principales, c'est-à-dire des capacités d'infiltration et de déguisement, il faut le dire, quasiment surnaturelles. Et ça en fait un excellent complément à Wax qui, en termes de pouvoir et de compétences, est plutôt dans la puissance monstrueuse et l'écrasement total de toute adversité. Wayne est très agréable à suivre et il s'inscrit dans la continuité des personnages faussement légers et réellement profonds comme Sanderson aime les faire. C'est-à-dire, on est dans la même veine que Chant de Flamme dans Warbreaker ou Lift dans les archives de Rochard. À ces deux figures centrales qui donnent leur nom au roman de cette deuxième ère, s'ajoute une petite galerie de personnages que je ne détaillerai pas trop afin de ne pas spoiler, mais qui méritent tout de même leur petite mention. Steris et sa rigidité glaciale, qui, j'en suis sûr, cache quelque chose que j'espère sera creusé plus en profondeur dans les tomes suivants. Miles, rendu inoubliable par sa détermination et son inflexibilité. Marassi, qui échappe aux clichés de bien des manières. Et le capitaine Brettin, ou Bretin, qui est un personnage plus que tertiaire, mais qui a eu la décence d'être plus que raisonnable quand il le fallait, et ça c'est bien. Quand je disais plutôt craindre que la relative brièveté de ce roman se soit fait au prix de quelques concessions, eh bien c'était en partie au regard du développement psychologique des personnages. Le Brandon Sanderson que je connais a toujours eu beaucoup de soin à nous donner des héros dont les tourments internes étaient traités en profondeur. Je pense notamment à la dépression de Kaladin, ou pour rester dans l'univers de Fils des Brumes, à l'incapacité de Vin à faire confiance. Les personnages de Wax et Wayne ont leurs propres traumas et tourments internes, bien entendu, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été traités avec autant de profondeur que d'habitude. Pour certains, il m'a même semblé que leur traumatisme était évoqué sans qu'il y ait de réel développement derrière, ce qui me paraît un peu léger. Encore, je trouvais qu'on s'attardait trop sur les problèmes internes de Vin dans la première ère, mais là j'ai peur qu'on tombe dans un excès inverse, un peu surprenant, et qu'on parle trop peu des problèmes des personnages de Wax et Wayne. Ma théorie, c'est que Sanderson n'était pas sûr à 100% de son coup en commençant à écrire cette tournure un peu western, un peu film noir de sa série phare. Ça expliquerait pourquoi il a gardé cette première aventure de Wax et Wayne relativement simple et brève, quitte à laisser certains points un peu en surface. Notamment les développements psychologiques et la partie enquête de l'intrigue, qui pour moi sont un peu réduits à peau de chagrin. Cependant, en prenant l'alliage de la justice pour ce que c'est-à-dire une aventure western, légère et dynamique, introduisant la nouvelle mouture de l'univers Mistborn, ses personnages, ses thèmes et ses enjeux, il est indéniable qu'on passe un très bon moment et je recommande totalement ce premier tome de Wax et Wayne à toute personne ayant aimé la trilogie originelle de Fils des Brumes. Maintenant, quant à savoir si quelqu'un qui n'a pas lu la trilogie d'origine pourrait se lancer dans Wax et Wayne, eh bien je pense que oui, mais une telle personne se sentirait un peu perdue sur beaucoup de points. Les fondements de l'allomancie et de la ferrochimie, par exemple, sont à peine réexpliqués. Les références aux événements anciens tombent à l'eau, etc., etc. En somme, si l'alliage de la justice vous intéresse, foncez sans hésitation, à condition d'avoir lu ou d'être bien renseigné sur la première ère de Fils des Brumes. Allez, on va s'arrêter là pour la partie sans spoiler. Si vous nous quittez ici, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne ou à mes autres réseaux si ça n'est déjà fait. Je suis présent sur Twitch où je fais des lives sur des RPG et je suis présent sur Instagram où de temps en temps je poste d'autres micro-reviews littéraires. Et pour celles et ceux qui restent, eh bien je vous dis à tout de suite pour la partie spoiler. Bon, alors nous voici repartis pour la partie spoiler. Immédiatement, j'aimerais évacuer mon grief avec la gestion des traumas de nos deux personnages principaux. Parce que, quand même, Wax a buté sa femme, par accident, mais a buté sa femme quand même, et Wayne a, dans sa jeunesse,
zigouiller un père de famille en tentant de lui arracher son fric. Enfin, voilà, c'est des traumas lourds quand même. Comment ça se fait que ça soit à peine évoqué dans ce tome-là et Enfin, le problème est là, c'est évoqué, c'est pas traité, c'est évoqué. Moi, je voulais que ce soit traité. Bon, j'ai l'air en colère comme ça, mais allez, on va dire que c'est parce que c'est un premier tome, qu'il est bref. Je suis sûr que ça aurait dû être l'objet de plus de développement que ça, mais voilà, le roman est bref. Je sais pas pourquoi Sanderson s'est tenu à faire un truc aussi bref, mais voilà, de sa part, c'est surprenant. Maintenant, allez, si ma théorie comme quoi l'alliage de la justice est un tome un peu prototype de la nouvelle mouture de l'univers de Scadrial, et ben je peux l'excuser, mais ces questions-là ont intérêt à faire l'objet d'un peu plus de traitement, justement, dans les tomes suivants. Aussi dans les trucs qui ont été peu abordés, Stéris, personnage qu'on pourrait considérer comme très discret, voire tertiaire, mais que j'ai trouvé super intéressante. Pour la replacer, c'est donc la personne avec qui Wax part pour faire un mariage arrangé, c'est-à-dire que dans ses obligations de noble, il y a le fait de monter des alliances avec d'autres grandes maisons, et les alliances passent notamment par les mariages. C'est vrai que Wax traîne le bagage de son ex-femme décédée, Lessie, mais malgré tout, son devoir d'aristocrate et de chef de maison fait qu'il doit se marier, et il va y céder un peu. Et la candidate qui semble être retenue, donc, c'est la fille de la maison Arms, je crois. Et donc c'est Stéris. Et Stéris, je pense que les lecteurs de l'Alliage de la Justice soit l'adorent, soit la détestent pour ce côté froid, sec, ultra procédurier, mais soit c'est une caricature sur pattes, soit, et je suis convaincu que c'est le deuxième pendant, soit c'est quelqu'un qui a un bagage qui est assez lourd, et qui donc fatalement va être très intéressant si elle revient et si elle a plus de temps, j'ai envie de dire de temps d'antenne, pour être développée dans les tomes subséquents. Sachant que la question de la santé mentale est quand même fréquemment abordée dans les romans de Sanderson, je me demande si Stéris n'est pas là pour faire de la représentation des personnes neurodivergentes. Ça me semble assez probable. Je mets une petite pièce là-dessus et puis on voit comment ça évolue après. Et j'avais pas non plus trop parlé de Miles l'increvable, un super antagoniste, miroir du personnage principal, et tout à fait intimidant du fait de son côté inarrêtable. Parce que effectivement, donc pour petit rappel, il est double fils également, et sauf que son pouvoir allomantique et son pouvoir ferrochimique touchent au même métal, c'est-à-dire l'or. Et bien en fait, ça permet d'introduire une nouvelle mécanique qui est un peu le quatrième facteur de renouvellement des magies des métaux, à savoir le décuplage. Et oui, j'en ai pas parlé dans la partie sans spoil, parce que comme le concept de décuplage arrive avec Miles, et que Miles arrive quand même un peu tard dans le roman, j'aurais considéré ça comme un assez gros spoiler d'en parler. Mais en tout cas, ouais, cette idée que quand ton métal allomantique et ton métal ferrochimique, quand t'es double fils, sont le même métal, eh bien ça permet qu'un de ses pouvoirs soit beaucoup plus fort, et en l'occurrence, si on appelle Miles l'increvable, eh bien c'est parce que lui, ça décuple sa capacité ferrochimique à stocker de la santé dans ses anneaux d'or. Et donc, ça fait de lui une bête increvable. Tant qu'il y a de la santé dans ses anneaux, même une balle dans la tête, ça ne l'arrête pas. La légèreté de cette nouvelle saga donne à certaines séquences un côté un peu cartoon. Alors, je dis ça, j'exagère un peu, hein, le terme cartoony est un peu fort. Mais est-ce qu'on peut revenir sur la séquence du vol de train? Est-ce que j'ai mal compris ce qui se passait? Ou on parle vraiment d'une grue montée sur une péniche qui longe une voie de chemin de fer, et la grue va attraper tout un wagon de train, un wagon,
la soulever et la foutre sur la péniche. Alors, soit j'ai mal visualisé la séquence, soit j'ai mal compris ce que je lisais, mais si c'était bien ça l'idée, ça fait un peu bip bip et coyote, non? Et alors, je sais pas si c'est juste moi, mais le petit grain de folie de Wayne a aussi un petit côté cartoony. Mais là, c'est pas aussi dépréciatif que ce que je disais pour le wagon, hein. Quand on a bien aimé Lift dans Rochard, on est quand même mal placé pour dire qu'on déteste Wayne parce qu'il est un peu trop foufou. Wayne que je peux m'empêcher d'imaginer avec la petite tête malicieuse, la petite tête de fouine de Lupin the Third. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, après, dans les trucs très cool et qui font vraiment plaisir, c'est tout l'héritage discret de la première trilogie, au travers, par exemple, de certains titres sous lesquels on se souvient des anciens héros qui sont en fait présents dans cette saga, mais dans des versions un peu mythologisées, mythiques. L'ultime empereur pour Elend, la guerrière ascendante pour Vin, le conseiller des dieux, ça je crois que c'était Brise, et œil de fer, je pense que ça c'est Marche. Marche d'ailleurs qu'on semble voir dans l'épilogue et qui va remettre un mystérieux petit bouquin à Marassi. De quoi ça s'agit, je suis très curieux de le savoir. Mais ouais, je pense que œil de fer ça doit être Marche, qui doit être un peu le dernier représentant en vie des inquisiteurs d'acier. Parce que s'il y en a d'autres, c'est probablement la merde. D'ailleurs, en parlant de Marche et des inquisiteurs d'acier, quid de l'émalurgie? Ce tome n'en parle pas, ou s'il en parle, c'est juste un peu, je sais plus très bien. Mais en tout cas, si c'est volontaire, alors est-ce qu'il faut comprendre que l'émalurgie est une sorte d'art oublié qui a été effacé, qui a été passé sous silence lors de la refondation du monde? Parce que au cours du roman, on mentionne un peu les colosses et on se bat même contre des personnes qui, dit-on, ont du sang de colosse. Pour mémoire, les colosses sont des créatures qui n'existent que grâce à l'émalurgie et qui se reproduisent en enlevant des épines émalurgiques des colosses morts pour les planter dans des humains vivants et donc faire de nouveaux colosses. Et quand une personne a du sang de colosse, est-ce que ça veut vraiment dire qu'elle est descendante de colosse? Ou est-ce que ça veut dire qu'elle a une tige émalurgique de force dans le système? D'ailleurs, il me semble que d'autres grands oubliés dans ce bouquin, c'est les Kandra. Alors, après, peut-être qu'il y en a plus, parce que si je me rappelle bien, à la fin du héros des siècles, tous les Kandra retiraient leur tige émalurgique et devenaient donc des espèces de bêtes sauvages ou quelque chose comme ça. Et on n'a pas eu d'update sur ce qu'il était advenu d'eux à la fin du livre. Donc, est-ce que les Kandra existent encore seulement? Ah, et puis aussi très marrant le passage chez Ranette l'armurière, et qui est une espèce d'ingénieur qui fait des créations spécialisées contre tel ou tel type de brûment. Ça augure vraiment pas mal de bonnes choses sur tout ce qui pourrait être fait en termes de développement technologique autour de l'allomancie. La saga précédente était quand même très très dark fantasy, low-tech, et vraiment la magie et la technologie, c'était deux trucs qui se rencontraient pas beaucoup. Peut-être qu'on va avoir un peu plus de ça dans cette nouvelle saga. Et moi, le côté un peu magitech, où la magie et la technologie se développent ensemble et se répondent, moi ça me plaît, et j'espère qu'on part dans cette direction-là, parce que c'est cool. Voilà, à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette partie sans spoil, qui est un peu moins longue que d'habitude, mais comme on est sur un bouquin un peu moins long, ça explique peut-être aussi pourquoi j'avais moins de choses à dire. En tout cas, comme d'habitude, merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas, abonnez-vous, pouce bleu et mes autres réseaux si ça vous fait plaisir, Twitch, Insta, de toute façon les liens sont dans la description en bas. Et en tout cas, une nouvelle fois, merci de me donner votre temps et vos vues. Toutes ces choses-là sont précieuses. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous salue bien bas.